Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission L'Autre Direct. Alors ce mois, Lyon Capitale fait sa une sur la Biennale d'art contemporain, la Biennale pour les nuls. On va essayer de rester un peu dans cet esprit puisque j'ai le plaisir d'être aux côtés de Thierry Raspail, le directeur de cette Biennale, et du Musée d'art contemporain où nous nous trouvons. Alors déjà Thierry Raspail, où est-ce que nous sommes ici ? Ici, vous êtes dans un espace au Musée d'art contemporain qui est créé par Emmanuelle Lenné, qui est une jeune femme de 35 ans, française, et qui aime beaucoup justement piéger le regard du public. C'est-à-dire que, par exemple, derrière nous, elle prolonge le mur avec des photographies qui sont prises dans le lieu et qui vous donnent l'impression que peut-être l'espace devient infini. Et il y a toute une série de jeux comme ça sur le regard, y compris aussi sur des choses qui semblent rejetées, qui semblent inattendues, dont on ne sait pas si l'artiste les a oubliées, si le musée est devenu véritablement extrêmement sale, ou si ça relève d'une réflexion. En gros, c'est une réflexion sur la perspective et sur ce que nous voyons quand nous regardons. C'est tout. Alors, on parlait de cette une de Lyon Capitale, la Biennale pour les nuls. Vous n'êtes pas d'accord. On dit on est toujours un peu nul en art contemporain. Vous estimez qu'au contraire? Non, je trouve le titre formidable, c'est pas la question, l'accroche est extrêmement bien. Mais je me demande, je m'interroge sur les raisons qui font que dès qu'on dit art contemporain, une partie du public dit « Ah, moi je suis nul, j'y comprends rien » et quelquefois même s'excuse. Or, nous vivons, nous, aujourd'hui, que nous ayons 5 ans ou 95 ans, la même époque que ces artistes qui ont entre 35 et 50 ans. Donc, ils ne font que donner une image nouvelle, poétique, tragique, etc., de notre contemporain. Donc, nous devrions naturellement ne pas nous interroger est-ce qu'on est nul ou pas. Non, on doit avoir des réactions comme on l'a devant l'actualité, le politique, aimer ou ne pas aimer. Après, on peut en parler, mais c'est ce que je regrette. On a le sentiment souvent que, je ne sais pas, Rubens, Rembrandt sont simples. Si on s'arrête devant une peinture, par exemple, de Rubens, on se rend compte que ça devient très compliqué. Pourquoi? Parce que quelques siècles nous séparent de cette image et ce qu'on croit évident parce qu'on reconnaît une couronne, peut-être ça n'est pas si évident que ça. Alors c'est tout le contraire de l'art contemporain. Je crois que derrière l'art contemporain, il y a cette interrogation légitime. Est-ce que c'est bien de l'art? Alors ça c'est une interrogation qu'on a beaucoup en France, mais pas dans le reste de l'Europe. Et surtout, parce que c'est ça un petit peu le défi des artistes, l'art ne devient véritablement de l'art que lorsqu'il est resté dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, par exemple, Picasso devient un grand maître du XXe siècle dans les années 70-80 du XXe siècle. Quand en 1907, au moment des Demoiselles d'Avignon ou au moment du cubisme, on rit. Et on a raison de rire parce que c'est tellement inattendu. Simplement, c'est un rire dont il faut peut-être quelquefois regarder les méandres parce que souvent, il contient une charge poétique, un regard sur le monde formidable et contemporain. Donc on ne sait pas combien de temps durera l'art contemporain. Est-ce que ces œuvres signifieront encore quelque chose d'ici à 50 ans? Effectivement, puisque Rubens a été contemporain, il était en phase avec son époque, il était même diplomate. Hein. Donc oui, nous ce qu'on croit en revanche, hein, c'est notre job, mais c'est surtout notre conviction, parce qu'on rencontre des tas d'artistes, des tas de jeunes de partout. C'est cette volonté comme ça de créer un monde nouveau, de renvoyer de la poésie, de renvoyer de l'humour, en utilisant toutes les choses qui sont à portée de leurs mains, de notre main. D'où aujourd'hui beaucoup d'œuvres qui font appel à tous nos petits écrans, à la culture numérique, qui quelquefois, pour quelqu'un qui n'est pas dans cette culture-là, peuvent sembler étranges, mais qui pour le public aujourd'hui, cette culture de l'écran est parfaitement naturelle. Parce qu'en même temps, cette biennale joue beaucoup avec cette notion de temps, la vie moderne. Quelque part, c'est aussi assez vintage. Oui, absolument. Le titre est volontairement ambigu. La vie moderne, quand on l'emploie au quotidien, on dira « tiens, ça, c'est moderne ». Bon. En général, c'est que ça veut dire que c'est actuel. Quand on l'emploie de façon un peu réfléchie, on a l'impression que la vie moderne, c'est quelque chose, allez, dans les années 50 du XXe siècle, c'est peut-être l'époque des temps modernes de Charlie Chaplin. Et on a joué sur cette idée-là, parce que cette notion de moderne a été, au cours du temps, extrêmement modifié. Et aujourd'hui, le moderne que l'on regarde est un moderne, je dirais, presque vu depuis l'ensemble des continents qui ne sont pas l'Europe, qui sont récemment arrivés dans l'art
contemporains ou pas, et qui ont accepté ces principes modernes tout en les modifiant, en y rajoutant plein de choses qui quelquefois nous échappent, mais en rajoutant aussi beaucoup de leur culture. Et c'est ce qui fait que moderne est à la fois vintage et en même temps très contemporain. Alors, on a pu penser sur certaines biennales qu'elles étaient beaucoup dans la provocation. Ce n'est pas du tout le cas de celle-ci. Elle est même assez sage. On ne trouvera pas de femmes qui se masturbent cette année. Même Manish Kapoor, ses œuvres ne devraient pas être taguées à la Tourette cette année. Vous avez vu à la Biennale de Lyon des femmes qui se masturbaient, des choses comme ça? Il y a 2 ans, dans les écrans vidéo à la Sucrière. Ouais, enfin c'était d'accord, ok, mais bon, c'est... ouais. C'est partie des premières choses qu'on voyait alors, en famille avec les enfants. Ah mince. Ok, c'est le genre de choses qui... Non, il faut quand même savoir que nous travaillons avec des juristes et que toutes les images qui ne doivent pas être des images destinées à tous les regards, on les élimine. Hein. C'est pas de l'autocensure, mais ça paraît logique. C'est une biennale ouverte à tout le monde. Non, curieusement, vous dites elle est sage, oui, mais en même temps, il y a une vraie réflexion sur, alors pas pénible, hein, pas atroce, mais sur ce qu'est notre temps d'aujourd'hui, sur les questions de l'environnement, sur les questions des culture numérique, sur des choses comme ça, et certaines viennent beaucoup d'artistes qui ne sont pas européens, et c'est ça, je trouve, les enjeux formidables de l'art contemporain aujourd'hui, c'est que cette globalisation qu'on craint et que quelquefois même on récuse, pour le développement de l'art d'aujourd'hui, c'est absolument formidable, parce qu'avec les réseaux numériques, des artistes travaillent collectivement, mais de Vaux-en-Velin à Shanghai. La distance n'existe plus, et donc tout ça se mélange. Alors ça peut faire le pire, et quelquefois ça fait le meilleur. J'espère qu'à la Biennale, là, cette année, on montre le meilleur. Donc ça n'est pas sage, je crois que c'est extrêmement responsable, sympathique, humoristique, mais la provocation, c'était des choses que l'on voyait il y a peut-être 30 ou 40 ans. Quand vous faites 40 ans de provocation, c'est l'ennui total. Je veux dire, voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, les artistes ne sont pas devenus plus sages. Je crois qu'ils ont conscience qu'ils ont un public et qu'ils dialoguent avec ce public. Et ça, c'est peut-être nouveau. À l'époque de Picasso, que j'évoquais il y a longtemps, Picasso dialoguait avec les autres artistes et avec quelques critiques. Les choses sont devenues compliquées dès lors que les expositions sont faites, souvent sans explication, qu'on s'est dit, mon Dieu, j'en fais autant, etc. Aujourd'hui, je pense que le regard de tous les publics est bien plus exercé. Pourquoi? Parce que nos écrans, la télévision, mais tous les écrans qui existent, toutes les manipulations que font les jeunes, les Photoshop et assimilés, les ont tout simplement placés du côté de la création visuelle. Et pour certains artistes, ce qui est frappant, c'est que leurs principaux rivaux ne sont pas les autres artistes, mais ce qu'on trouve sur YouTube, qui quelquefois est bien plus intéressant. Et donc cette évidence de YouTube, cette évidence de schéma court, a, je pense, beaucoup transformé, en tout cas, participe à la transformation de l'art contemporain. Moins de provocation, peut-être plus d'efficacité, plus d'humour, plus de lien avec notre tous les jours. Alors Thierry Raspail, on va souhaiter au revoir aux téléspectateurs de TLM et dire que l'entretien continue dès à présent sur lyoncapital.fr. Je suis toujours au musée d'art contemporain avec Thierry Raspail. La Biennale d'art contemporain aime bien découvrir de nouveaux lieux. Ouais. Cette année, on va à la Tourette, qui n'est pas vraiment un nouveau lieu pour le public lyonnais. Vous n'êtes pas allé voir dans des friches, vous avez peut-être exploré tout le territoire Non, pas du tout. Non, parce qu'il n'est pas forcément question que d'aller à la recherche de friches. La précédente, nous étions dans une église, nous étions, c'est vrai, dans une usine en friche. Non, la question était de nous dire, c'est autour de Moderne, on ouvre pas une réflexion, on ouvre cette idée-là. Aller dans une friche était problématique. Et ça renforçait encore l'ambiguïté que vous évoquiez en disant Moderne, c'est vintage. Alors si on va dans une friche qui est la trace d'une activité qui aujourd'hui s'est arrêtée, c'est pas bien. Et puis nous sommes avec la Sucrière sur le territoire de la Confluence. Le musée de la Confluence, c'est ce musée formidable. Nous nous sommes dit, voilà, nous n'allons pas découvrir un nouveau lieu. Nos amis qui ne sont pas de Lyon, qui sont de France ou d'ailleurs, ne vont pas découvrir une nouvelle partie de la ville. C'est ce qui, en général, préside dans mes choix, en disant tiens, on va aller à tel endroit parce qu'on ne connaît pas le lieu. Là, dans cette idée, on a dit, voilà, il y a ce nouveau musée. Vous mettez un pied dedans. Un pied dedans, il n'y a aucune prétention, mais c'est un musée de civilisation, l'art contemporain a à voir aussi avec ça. Et donc, voilà. En revanche, sur le site
la sucrière, on a eu affaire avec beaucoup d'autres expositions qui ne sont pas signées par nous, mais qui sont des expositions collatérales, hein, où des commissaires, des lieux comme le Palais de Tokyo profitent de la Biennale de Lyon pour montrer un peu ce qu'ils font. On a eu là, par contre, l'utilisation de quelques friches, mais ça n'était pas la Biennale, je dirais, entre guillemets, officielle, qui a utilisé ça. Non, cette année, je me suis dit, restons concentrés sur des institutions. Par contre, ouvrons rendez-vous à l'Institut d'art contemporain, faisons de la promotion pour cette exposition qui est formidable. Pourquoi elle est formidable? Parce que c'est une exposition qui est dévolue à la jeune création de Rhône-Alpes. 10 artistes de Rhône-Alpes, très jeunes, émergents, comme on dit, 25, 26 ans, qui sont associés à 10 artistes du même âge, mais qui sont choisis par 10 directeurs de biennale. Donc ça n'est pas un lieu qu'on découvre, mais c'est un projet très orienté vers le futur. Et vous avez parlé du Corbu à la Tourette, les centenaires de Corbusier, avec tout ce qu'il a apporté, toute la réflexion qu'on mène aussi sur ses positions politiques, nous semblait extrêmement opportun pour que ce soit dans la Biennale. Et avec l'arrivée d'Anish Kapoor, qui est un vieux projet, vraiment, on était très contents. Donc, moins à découvrir, mais en même temps, plus d'expositions que d'habitude. Vous avez dit un mot du musée des Confluences. Comment vous regardez les premiers mois de ce musée? On sait qu'avant son ouverture, beaucoup de gens, vous en faisiez peut-être partie, vous en faisiez partie d'ailleurs, se demandaient si ce musée allait marcher, s'il y aurait de quoi le remplir. Puis vous vous disiez, bon, moi, ça tombe bien, j'ai plein d'œuvres. Si on me laisse un peu de place là-bas, je suis le demandeur. Il y avait eu une remarque d'une personne X, que je ne nommerai pas, qui avait dit, bah, les collections on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les collections, donc s'il y a de l'espace, on y mettra de l'art contemporain. Donc j'avais dit ni oui ni non. En revanche, moi, je suis dans la commission d'acquisition des musées, et donc je sais tout ce qui a été acheté depuis une petite dizaine d'années au musée des Confluences, et j'ai été persuadé que la politique d'acquisition, qui est absolument remarquable, en privilégiant les beaux objets scientifiques, mais d'abord beaux, qu'il y aurait énormément à voir. Après, les questions étaient plutôt des questions d'ordre financier, que des questions de projet. C'est un musée qui va structurer évidemment la Confluence. À nous de travailler très bien avec ce musée, parce que, encore une fois, civilisation et art contemporain, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est deux points de vue qui sont extrêmement proches. Et avec l'ouverture de la prochaine exposition autour de la machine, là aussi, on aura beaucoup d'artistes contemporains, parce que la machine a beaucoup intéressé, disons, au XXe siècle, l'art qui était contemporain. Et alors, puisqu'on parle du temps qui passe, vous êtes directeur, vous avez créé cette biennale en 91, c'est déjà la 13e édition. Alors, ce qui fait peut-être sa force, c'est que chaque année, enfin chaque biennale, vous nommez un nouveau commissaire qui vient apporter son nouveau regard, mais j'imagine qu'après 26 ans passés, la question du renouveau, du renouvellement, elle se pose. Vous la posez, cette question? L'intérêt du réseau des biennales, parce que derrière la Biennale de Lyon, il y a évidemment des financeurs, des artistes, un public formidable, etc. Mais il y a aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, un réseau des biennales qui s'est constitué, notamment en Asie du Sud-Est, qui justement réfléchit à qu'est-ce que c'est que ce contemporain, quelle est cette dynamique. Et ce réseau est extrêmement bénéfique parce que arrivent vraiment de nouvelles énergies, de nouvelles façons de voir le monde. La Biennale de Singapour, par exemple, qui semble loin, mais comme nous étions dans les années Singapour, et réfléchit beaucoup sur l'Asie du Sud-Est. La Biennale de São Paulo s'interroge beaucoup sur comment les artistes peuvent mêler leur culture quand ils appartiennent à des histoires différentes. Le renouvellement... Alors, pour revenir à Lyon, moi j'ai fait comme co-commissaire les 3 premières. Et l'idée était justement d'inventer un nouveau schéma, et qui était un schéma inventé non pas par moi, mais qui était la volonté de la ville de Lyon à l'époque, c'était d'associer un musée et une biennale, et de dire une biennale ne tiendra pas dans le temps s'il n'y a pas une structure qui l'apporte. Sinon, comme ça a pu se faire dans d'autres villes, Istanbul par exemple, où il y a d'autres biennales, la biennale devient un événement qui n'est plus porté que par l'événement, donc par un top 50 ou par un marché.
L'idée avec l'État, le ministère de la Culture à l'époque, et la ville de Lyon, était de dire, en s'associant avec un musée, on a plutôt une biennale qui est une programmation. La question, c'est le renouvellement des regards. On sait très bien que, et c'est pourquoi dans les musées, d'ailleurs pas que dans les biennales, les conservateurs, qui sont plutôt des historiens d'art, font de plus en plus appel à ce qu'on appelle des commissaires, c'est-à-dire critiques d'art, philosophes, pour faire des nouvelles propositions, parce que quand on a eu 3 idées dans sa vie, on est déjà formidable. Hein, donc c'est ça, cette identité de la biennale, s'associer à un musée et à partir d'un mot, qui est en gros une thématique, inviter des commissaires en choisissant de façon le plus précise possible les commissaires. Alors c'est des choix qui sont portés par les actualités du moment, mais aussi des enjeux, on va dire, stratégiques du point de vue de l'économie. Par exemple, quand vous avez un commissaire anglais, enfin en tout cas américain, mais qui travaille en Angleterre à la Hayward Gallery, c'est le cas de Ralph Rogoff cette année, vous savez que Londres étant une manière de capitale du monde artistique, alors plutôt du point de vue, je dirais, de la création très jeune, mais aussi du marché, vous savez que vous allez être regardé de façon différente que si vous invitez une commissaire, comme ça a été le cas avec Victoria Norton, qui vient d'Argentine, où c'est cette fois-ci l'Argentine et toute l'Amérique du Sud qui va... Et donc, à chaque fois, ça nous permet de renouveler et les discours et justement la nature des œuvres et des artistes. Vous ne ressentez pas, comme certains l'écrivent, un certain épuisement de l'art contemporain? C'était dans l'article du Monde récemment. Oui, alors... qui notait notamment que Chris Dercon de la Tête moderne à Londres avait quitté son poste en disant, je le cite, il sentait une lassitude sur la médiocrité des propositions actuelles dans les arts plastiques. Vous ne le ressentez pas? Les musées structurants, internationaux, comme précisément la Tate moderne ou le MoMA à New York, voire Beaubourg à Paris, sont des musées qui ne sont pas dans la création, qui sont dans le patrimoine déjà. Il s'agit non pas de lancer des nouvelles idées, mais plutôt de confirmer des choses qui sont en cours. Et c'est vrai que ce sont devenues d'énormes machines et qui sont la plupart du temps, contrairement au biennale, relativement peu intéressées par le reste du monde. La Tate moderne fonctionne sur l'Occident, les liens entre en gros Paris et New York, point. Le reste du monde existe et ça c'est le travail des biennales. Et c'est là aujourd'hui où les choses se passent. En Inde, alors ça nous semble lointain, croyez pas que je prends le train tous les jours pour aller. C'est pas ça la question. On a heureusement des instruments qui nous permettent de savoir. Mais en Inde, il y a une réflexion sur le contemporain et l'art qui bouge beaucoup et qui impose aux artistes tranquillement assis sur leur histoire de l'art occidental, en France, en Europe, en Allemagne, à bouger. Et c'est ça le rôle des biennales. Donc j'imagine que peut-être, après un certain nombre d'années dans une très grosse institution, on peut se dire oui, il n'y a plus de Picasso au XXIe siècle. Moi, je suis persuadé qu'il y en aura des Picasso du XXIe siècle. Avec cette façon de travailler avec le reste du monde dans le réseau des biennales et en invitant des commissaires, on s'oblige. Moi, je suis un éternel étudiant. Je suis obligé de me réactualiser le plus possible. Alors, pas en faisant semblant d'être le vieux qui veut à tout prix être le jeune, c'est pas ça, mais je suis probablement, à la différence de Chris Dercon, toujours naïf. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a énormément de choses formidables. Je suis toujours étonné, moi, par cette créativité. Et je pense que ça existe dans tous les domaines, danse, donc chorégraphie, théâtre, etc. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, parce qu'on est au XXIe siècle, d'un seul coup, il n'y ait plus de... Pourquoi ce serait tari? Non, je pense que des Rubens, des Rembrandt, il y en a... tout le temps. La question est de savoir quels sont ceux qui seront des Rembrandt ou des... Dans 50 ans, ça on n'en sait rien pour l'instant, on a des convictions, on n'en sait rien. C'est ça le véritable enjeu. Ça m'amène une dernière question. Vous allez voir des artistes dans le monde entier. Quid de la relation avec le territoire, avec les artistes locaux? Denis Troux, qui est intégré dans une des œuvres, dit « Je suis le seul Lyonnais exposé au musée d'art contemporain ». Oui, alors, après, je crois qu'il faut voir deux choses. Cette biennale à Lyon, la 13e édition, est la biennale qui présente le plus grand nombre d'artistes français depuis la création des biennales, à l'exception de la première, puisque moi j'avais souhaité qu'on soit consacrée aux artistes
travaillant en France. Donc il y a plus de 20% d'artistes français. Après, si on considère l'ensemble des expositions de la Biennale, à l'Institut dont je suis co-commissaire, vous avez 10 artistes rhône-alpins, dont quelques-uns de Lyon, qui ont entre 26 et 28 ans. C'est quand même déjà important et qui sont confrontés avec, comme je le disais, 10 artistes très loin, choisis par la Biennale d'Istanbul, la Biennale de Fukuoka. Enfin, donc, bon. Je crois que c'est cette dynamique-là. Dans l'exposition principale de la Biennale qui s'appelle La vie moderne, il y a beaucoup de Français. Et puis, il y a Rendez-vous qui, moi, je souhaite, qui est une expo créée il y a quelque temps, je souhaite lui donner de plus en plus d'importance parce que c'est là, je pense, où il faut, sans les séparer, et c'est la raison pour laquelle on les associe à plein d'autres artistes, c'est le moment pour montrer la dynamique de l'art contemporain en région. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'artistes. Et puis vous avez ce projet qui s'appelle Résonance, alors même chose, où là il y a une dynamique incroyable, et ça c'est sur l'ensemble du territoire rhône-alpin, et puis ce projet, la plateforme Veduta, qui travaille avec les publics, donc là cette fois-ci c'est pas les artistes, mais c'est le public des territoires, des communautés, qui tour à tour deviennent commissaires d'expo, régisseurs d'expo, médiateurs. Donc je crois que la Biennale est d'abord et avant tout, comment dire, international, mais il n'y a pas de biennale internationale sans ancrage sur le territoire. Et je pense que là, notre ancrage en France, il est vraiment extrêmement important. Sur Rhône-Alpes, j'évoquais Rendez-vous, et puis il y a ce travail autour du territoire. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, on a encore énormément de choses à faire, mais je crois qu'on a là, me semble-t-il, une bonne balance entre une volonté d'être en phase avec le monde lointain et avec le monde proche. J'en déduis que vous inscrivez encore dans le temps, dans cette biennale et au musée d'art contemporain. Oui, enfin, bien sûr, je pense que, en tout cas, qui que ce soit dans le futur qui assume ce poste de directeur artistique, je pense qu'il n'y a pas de lassitude sur le système des biennales. Je crois au contraire que c'est là où se passent véritablement les choses, peut-être plus que dans les musées. Thierry Raspail, je vous remercie. Pour en savoir plus sur la Biennale d'art contemporain, il faut venir déjà. Ou alors, dans Lyon Capitale, vous avez une visite en bande dessinée. Merci Thierry Raspail. Merci à vous. À bientôt.